Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 1143 de One Piece. On a un chapitre qui est intéressant, un petit peu de transition, mais franchement, il y a des questions qu'on peut se poser à la fin du chapitre, notamment concernant Loki et le fait qu'il a tué ou non son père, parce qu'il y a de grandes chances que non, ça ne soit pas lui qui l'ait fait, ou en tout cas qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait. Bon, on va en parler après, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, et surtout dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. On attaque. C'est parti. Alors déjà la toute première chose qu'on a c'est les enfants qui sont toujours endormis, qui suivent la flèche de Gunko. On verra que c'est grâce du coup au pouvoir d'un des chevaliers divins, s'ils sont endormis et surtout s'il y a des monstres en fait qui sortent de leurs rêves. Et on a du coup des géants qui vont tenter de les arrêter, notamment Sol. Donc voilà, Zoro il va essayer de les arrêter, sauf que quand il va toucher un des enfants, en fait il y a des épines invisibles autour de lui qui vont du coup l'attaquer, le blesser. Et en fait on apprend un petit peu plus sur le pouvoir de certains des chevaliers divins qui, pendant que tout le monde est en panique, pendant que c'est la panique générale, que ce soit les géants, que ce soit Nami, etc., tout le monde est en panique, les enfants se font kidnapper de partout, ils sont tous endormis, il y a des monstres qui attaquent, il y a le feu, il y a tout, vraiment, c'est chaud patate. Et pendant ce temps, on a quoi? On a les pompiers qui débarquent et qui se font défoncer également par une sorte de squelette géant. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que pendant ce temps-là, en fait, pendant qu'il se passe tout ça, les chevaliers divins font un pique-nique dans la forêt. Ouais, c'est pas une blague, vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Les chevaliers divins sont en train de faire un pique-nique dans la forêt. Ils se sont installés une petite table, ils ont mis une petite nappe, quelques petites chaises, et ils sont en train de manger dans la forêt en regardant les géants se faire éclater par les épines, en regardant les monstres sortis des cauchemars tuer tout le monde. Et eux, pendant ce temps, ils sont en train de pique-niquer. Voilà, c'est pour dire le level d'insolence des chevaliers divins. Il est assez divin, voilà leur niveau d'insolence. Bon. Alors on a quelques infos. Premièrement, donc Saint Summers, en fait il a le Iba Iba no Mi, c'est l'homme épine, et donc du coup voilà, en fait ce qu'il peut faire, c'est ce qu'on a vu ici dans le chapitre, c'est donc du coup mettre des épines autour, et une fois que c'est fait, ben en fait toutes les personnes qui vont s'approcher, qui vont essayer de toucher la personne vont souffrir, et plus une personne est attachée entre guillemets à la personne qui a les épines, plus elle va souffrir, de ce que j'ai compris. C'est à dire que là pour le coup c'est ce qu'elle a expliqué, c'est que si jamais les parents des enfants essayent de récupérer leurs enfants, ça sera encore plus douloureux parce que ce sera leurs parents, donc ils seront encore plus attachés à eux, il y aura encore plus d'amour. C'est assez horrible comme pouvoir, hein. Et assez abusé finalement comme pouvoir. En même temps c'est des chevaliers divins, on s'attendait à ce qu'ils aient des pouvoirs qui soient assez abusés, assez cheatés, ce qui va être le cas aussi des autres chevaliers divins, et c'est juste logique, on parle ici des plus puissants du gouvernement, après le Gorosei, donc jusque là normal, rien d'étonnant non plus. Et justement en fait ils expliquent que les enfants ils vont les faire traverser l'allée centrale jusqu'au port. Et en fait on a aussi des infos sur le pouvoir du coup de Saint Killingam. Alors lui donc qui a sa grosse tête de cheval je sais pas quoi là. En gros il a le Ryu no Mi, le Zoan mythique modèle Killin. Et il peut matérialiser les rêves. Alors en fait c'est intéressant parce que son pouvoir, donc voilà, quand il endort les gens, il peut matérialiser les rêves. C'est un pouvoir qui peut être extrêmement abusé. Alors en soi il peut créer du coup plus ou moins ce qu'il veut, tout ce qui sort des rêves. Là par exemple il va endormir, parce qu'en fait ils n'avaient pas de sel, donc il va endormir Killingam. Et en fait il va tout simplement Killingam rêver de sel, et il va extraire de ce rêve le sel. Voilà, alors faut savoir que c'est ouf comme pouvoir parce que, alors c'est ouf, genre ça serait trop bien dans la vraie vie, parce qu'ils peuvent manger à l'infini ce qu'il y a dans les rêves, le sortir ça a le même goût que les aliments de base, mais sans calories. Donc en gros là c'est limite, tu pourrais par exemple manger McDo, en gros j'illustre comme ça, mais là je suis en train de rêver de McDo, donc Killingam il pourrait m'extraire les cheeseburgers du McDo, et je pourrais les manger sans aucune calorie. Voilà, sans risque pour la santé, sans calories, sans rien du tout. C'est assez ouf. Voilà, je veux ce pouvoir. Je veux ce pouvoir. Voilà, McDo à volonté, les gars. Je vous invite tous le jour où j'ai ce pouvoir. Mais du coup, assez abusé aussi comme pouvoir. Assez abusé, je trouve. Hein. Mais bon, encore une fois, c'est un chevalier divin, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il peut endormir tout le monde? Parce que là, il a endormi si facilement l'un des chevaliers divins. Je présume qu'il y a quand même une limite à son pouvoir. Mais c'est quoi cette limite? C'est est-ce que ça marche pas sur quelqu'un de trop puissant? Mais pourtant il a réussi sur son pote chevalier divin. Alors c'est peut-être juste que ils étaient pas en hostilité, donc peut-être que c'est pour ça qu'il a réussi. Je sais ça. On verra comment marche son pouvoir. Pour l'instant on n'a pas encore les limites de ce potentiel de pouvoir, puisqu'on a un petit aperçu, mais ça s'arrête là. Et donc du coup ça craint parce que les enfants en fait foncent droit dans le feu. Et
ils sont en mode, genre s'il meurt, on aura juste à aller chercher la prochaine fournée. Donc genre vraiment les enfants ils les voient comme de la marchandise, genre là, s'ils brûlent tant pis, on va chercher les autres enfants, vas-y deuxième fournée d'enfants. C'est assez horrible, c'est assez horrible, je vous jure, ils sont diaboliques ces chevaliers divins, même... je sais plus, je crois que c'est Killingham qui dit que un meurtre peut être émouvant. C'est des gros fous, c'est des fous, c'est des fous. Je vous jure, les chevaliers divins là, ce sont des barjots, vraiment des barjots. Bon, en tout cas, on va revenir maintenant sur Loki. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que bon, déjà Loki qui tient le Ragnir et tout, et qui commence à menacer tout le monde en mode, vas-y libérez-moi, sinon je tue tout le monde. Vous voulez vraiment que les habitants meurent et tout. T'as Ajrodin qui essaie de l'arrêter, tout le monde essaie de l'arrêter, et Luffy avait promis que si jamais il tentait quoi que ce soit, il allait l'arrêter. Donc du coup, même s'il il est déjà à moitié mort, hein, Loki. Mais Luffy va du coup quand même l'attaquer. Il va utiliser la technique du Gomu Gomu no Ude Fusen et il va le mettre à terre assez facilement, le mettre KO. C'était pas très dur parce qu'en réalité, d'ailleurs, Loki n'a même pas eu la volonté, n'a même pas cherché à aller plus loin. On a presque l'impression qu'il a fait exprès de se laisser avoir, hein, puisqu'il dit, je suppose que j'ai perdu cette manche, donc je pense que de base il n'avait pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas la scène où Loki s'écrase, déjà tu vois le poids de Loki parce qu'il s'écrase, t'as la fumée qui fait comme ça sur le côté. Genre c'est un géant énorme qui vient de s'écraser au sol. Donc forcément c'était assez stylé, ça donnait une certaine aura à cette scène. Et bon, du coup, Loki est KO, c'est pas étonnant, je veux dire, dans l'état où il est, c'est logique que Luffy l'ait mis facilement KO. Et en plus il était déjà en train de mourir. Alors... Très intéressant, donc Luffy veut quand même le soigner parce que forcément il veut finir ce qu'il a commencé avec lui. Et en fait, Gert dit qu'elle peut le soigner, mais ça va prendre quand même plusieurs mois, donc ça va être un petit peu long. Luffy qui remarque en fait ses cornes de géant, et c'est très intéressant parce que oui, il n'y a plus beaucoup de géants qui ont des cornes en fait maintenant. Donc à l'époque pourtant ils en avaient tous, hein. Mais ça c'était à l'époque où ils faisaient encore la guerre, les fameux géants qui faisaient la guerre, tu vois. Donc c'était il y a vraiment longtemps. Et en fait, ils expliquent justement que, effectivement, enfin en tout cas, Ajrodin dit que leur père Harald avait les mêmes. Et on a droit à un petit flashback assez sympa où en fait le roi Harald était content de ces deux garçons, était en mode tous deux, vous devez vous unir et tout. Ensemble, vous protégerez, vous soutiendrez Elbaf. Sauf que déjà, on voit que Loki n'était pas si gentil que ça. Alors, c'est peut-être pas le méchant qu'on nous fait croire. Il a peut-être pas forcément tué le roi Harald ou pas parce qu'il n'avait pas le choix. Mais on voit qu'il n'était pas gentil non plus puisqu'il maltraite complètement Ajrodin, en fait, il le maltraite de fou. Il le prend de haut en mode ouais, tu seras jamais le véritable héritier, machin machin. Donc voilà, donc il n'était pas si gentil que ça, il n'est pas aussi méchant je pense qu'on le pense, mais il n'était pas gentil, c'était pas un mec tout tendre non plus, tu vois. Mais il y a eu pire. Et là, Ajrodin commence à prendre la hache pour se venger. Et surtout, j'ai adoré Loki qui fait... Fais-le, cette histoire de guerrier qui chiale, ça devient lassant. T'es tellement à fond dans ton délire que tu vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Ne me dis pas que tu penses vraiment comme les autres que j'ai tué notre père de sang-froid. Tu ne le penses pas vraiment si. Phrase qui sous-entend clairement que c'est pas Loki qui l'a tué, ou du moins qu'il l'a pas fait. Enfin qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. Donc ça va remettre tout en question la vengeance de Ajrodin qui finalement ne se vengera pas et va finir par s'allier même peut-être. Ça pourrait être pas mal, un petit combat Ajrodin et Loki contre Chevalier Divin, ça serait stylé. Mais il y a de grandes chances que soit c'est pas lui qui l'a tué, c'est un Chevalier Divin ou autre chose, ou bien un traître ou je ne sais quoi, ou bien il l'a tué, mais parce que peut-être, et ça je l'avais déjà dit je crois dans la dernière review, peut-être que c'est le roi Harald qui lui a demandé, parce que il lui a pas laissé le choix. Et genre je vois bien la scène où, tu vois, bon, alors Loki d'ailleurs avait déjà le bandage sur ses yeux à l'époque. Donc on ne sait pas pourquoi il avait déjà un bandage quand il était enfant, il en a toujours un, est-ce qu'il est aveugle ou pas, je ne sais pas, c'est assez bizarre mais c'est vrai qu'il avait déjà le bandage enfant, donc on peut se poser la question de pourquoi, on verra ça un petit peu plus tard, et on peut se dire peut-être le roi Harald, genre on verra une scène où le roi Harald lui a dit vas-y t'as pas le choix, tue-moi et tout, et genre tu vas voir Loki verser quelques larmes, ou être triste ou un truc comme ça, et qui va quand même le faire parce que pas le choix pour une certaine raison liée peut-être au gouvernement, au chevalier divin, j'en sais rien, mais je me dis ça pourrait être comme ça, tu vois. Bon en tout cas, vraiment chapitre intéressant, et on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.